J'avais eu l'opportunité de céder la boîte, notamment à François Pinault qui m'avait fait une offre. J'avais été dans son bureau, etc. Je ne l'ai pas fait à 28 ans. Je me sentais pas prêt et tout d'avoir un actionnaire majoritaire. Et donc j'aurais pu gagner de l'argent à l'époque et je ne l'ai pas fait. Évidemment, je le regrette. Salut, je suis Mathieu et je te souhaite la bienvenue. À nos actes manqués, le moment où on prend du recul. Le parcours sans faute existe-t-il vraiment? Il est des victoires qui ne se remportent qu'en perdant des batailles. Sur ce podcast, je reçois des invités qui ont, comme tous, dû faire face, prendre des décisions et des orientations. Certaines d'entre elles n'ont pas été bénéfiques à court terme, mais toutes les ont aidés à se construire, à grandir et à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Arthur de Soultret, c'est l'histoire d'un entrepreneur qui a appris en avançant, parfois à contre-courant. À 20 ans, il fonde Vicomte A, une marque qui bouscule les codes du prêt-à-porter en injectant une touche d'irrévérence dans l'élégance classique. Le succès est fulgurant, la marque s'impose en France et à l'international, mais après une décennie aux commandes, il cède l'entreprise, clôturant ainsi un premier chapitre entrepreneurial aussi intense qu'instructif. En 2021, il rebondit avec The Second Life, une application destinée à aider les commerçants à investir le marché de la seconde main tout en augmentant le trafic de leurs boutiques. Ce projet innovant s'inscrit dans l'ère du temps, à la croisée de l'économie circulaire et de la gestion intelligente des ressources. Aujourd'hui, Arthur est multi-entrepreneur et continue d'explorer l'univers du business avec l'expérience des échecs et la volonté de bâtir autrement. À nos actes manqués, c'est l'histoire de ceux qui osent, tombent et se relèvent. Et Arthur de Soultret en est un témoin inspirant. Bonjour Arthur. Salut Mathieu, merci. Quelle intro. Très sympa ton intro et juste en tout cas, merci. J'ai pas si mal travaillé du coup. Merci en tout cas de me recevoir chez toi ici à Paris aujourd'hui. On va commencer ce podcast, si tu le veux bien, par un petit retour en arrière. Si tu te replonges dans tes souvenirs au plus tard à l'époque de tes années lycée, à quoi ressemblait ton life plan à ce moment-là? Tu te projetais comment, autant sur le plan pro que perso? C'est une bonne question, mais au lycée, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai toujours voulu être boss, en tout cas, ou pas très loin du boss, mais c'était absolument pas précis. Et je vais dire que la première vraie expérience difficile dans ma vie qui m'a permis de grandir, c'est que en troisième, j'étais envoyé en Angleterre par mes parents dans une boarding school anglaise, dans le Kent. Et j'ai trouvé ça très difficile parce que c'est la première fois que je quittais un peu la maison, etc. Nous, on est une famille nombreuse en plus, on fait toujours tout en famille. Et je suis l'aîné, donc c'était assez difficile. Je me suis retrouvé avec des Chinois, des Russes, des Anglais, des Américains, des gens du monde entier, dans une école où évidemment je parlais mal anglais. Donc c'était très dur de m'intégrer, mais j'y suis arrivé. Et ça, c'était vraiment une première expérience qui m'a en tout cas beaucoup servi. Et je dirais qu'il m'a donné un peu ce goût de l'étranger parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup d'amis à l'étranger et je trouve que une de mes forces c'est vraiment le côté ouvert vers l'international et de toujours s'inspirer de ce que font les autres à l'étranger. Ouais, c'est un jalon important. Au final, c'est l'ouverture sur le monde dès la troisième, au final. Ouais, et qui n'est pas forcément le cas chez tous les Parisiens. Donc ça, c'est la première grande étape qui a marqué ton entrée dans la vie d'adulte, au final. Ouais. S'il y en avait une deuxième, celle peut-être qui a rebattu les cartes ou ouvert un nouvel horizon? J'ai lancé Vicomte Arthur à 20 ans. Et ça, j'étais encore étudiant, j'étais à l'IPAG à l'époque, je crois en deuxième ou troisième année de mon école de commerce et je vendais des cravates. En fait, nos parents nous ont jamais donné d'argent de poche, donc on s'est toujours débrouillé pour gagner notre vie avec mes frères et ma sœur. Et donc voilà, même étudiant, on se débrouillait. Et donc j'avais des amis espagnols qui avaient une marque de cravates madrilène et moi je leur revendais leurs cravates à Paris. Je me suis retrouvé en stage en Caroline du Nord aux États-Unis, dans un stage qui se passait pas très bien et heureusement j'étais parti avec ma valise de cravates et là j'ai commencé à vendre mes cravates au porte-à-porte. Et tout ça, ça m'a donné vraiment le goût du commerce et j'ai vendu en une semaine $8000 de cravates. Et donc le goût du commerce, le goût de l'argent, le goût de l'indépendance, d'être capable de gagner son propre argent jeune. $8000, c'était monstrueux. Je me souviens que j'avais acheté une Chevrolet toute pourrie, $750,
qui était un stick shift, donc j'avais à vitesse manuelle, donc c'était moins cher aux États-Unis parce que ces idiots ils conduisent que des automatiques. J'avais acheté ça à des Mexicains, je me souviens. Et bon, bref, donc ça m'a donné vraiment le goût de l'entrepreneuriat, de la liberté. Et évidemment, les amis espagnols n'étaient pas sérieux parce qu'ils me disaient tout le temps, parce que je cartonnais, ils me disaient, bah si, muy bien, mais on t'enverra des cravates mañana, mañana. Sauf que mañana, elle n'arrivait jamais. Et mes amis américains entrepreneurs m'ont dit, mais attends, c'est une chance formidable pour toi, tu as la chance d'être aristo, français. Nous, aux États-Unis, bah, en Caroline du Nord, bah, nous, on est des ploucs, on n'a pas l'histoire que vous avez en France, toute cette culture, la campagne, Paris, etc. Et il faut vraiment que tu en profites. Et aux États-Unis, on peut être milliardaire, mais on ne sera jamais vicomte. Et donc, c'est eux qui m'ont donné l'idée, le nom de la marque, Vicomte Arthur. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je dirais que ça, c'est la deuxième étape importante on va dire, de fin d'adolescence dans ma vie. Mais au final, c'est les Américains qui t'ont donné l'envie. Complètement, ouais. Oui, parce que dans mon éducation, on a une éducation quand même. Mes parents sont très cool, mais tu vois, je les vois quand même. Voilà, il y a toute une histoire familiale, etc. Et c'était pas du tout même si on est commerçant, c'était pas du tout dans l'esprit de ma famille de faire commerce de son titre de noblesse. En fait, c'est quelque chose qui me venait même pas à l'esprit. Et les Américains, eux, ils sont quand même très business. Ils n'ont pas notre éducation. Ils disent, mais en fait, on s'en fout complètement. Bien sûr qu'il faut que tu le vendes. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est faire valoir sa singularité au Ouais, final. exactement. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé faire les choses différemment des autres. Je ne sais plus à qui je racontais hier que je fumais pas au lycée parce que comme tout le monde fumait dans ma classe, j'étais content de pas fumer. Aujourd'hui, je suis bien content de toujours pas fumer. Il y a plein de trucs comme ça. Voilà. En tout cas, j'aime faire les choses différemment. Et c'est vrai que quand j'ai lancé Vicomte Arthur, on a fait des couleurs alors que tout le monde était gris, noir et marron. Et donc voilà, donc je prends souvent le contre-pied. Ouais, Ouais, le rose était la couleur ouais, fuchsia pour être précis. de Vicomte Arthur. Est-ce Ouais. qu'il y a une troisième chose qui s'est passée dans ta jeunesse qui a changé la donne ou confirmé une direction? Ouais, je dirais que la troisième étape, donc c'était ma grande jeunesse, j'avais 39 ans. J'étais encore adolescent, je pense. Je me suis marié et j'avoue que c'est un vrai changement de vie parce que tout le monde dit ah mais c'est pas forcément un changement, etc. Moi j'ai organisé beaucoup d'événements, beaucoup de fêtes. J'avais 700 personnes à mon dernier anniversaire avant mon mariage et là en fait tu changes de priorité. Personnellement, moi c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver, c'était vraiment de me planter, de tout perdre. C'était très dur, hein, vraiment c'était très dur. En préparant cet épisode, je t'ai demandé de réfléchir à un acte manqué, une situation qui aurait pu prendre une autre tournure finalement. Avant d'y arriver, j'aimerais que tu nous poses un peu le décor. À ce moment-là, quel était l'enjeu et comment les choses étaient censées se dérouler? Et je dirais que donc on a parlé du début de Vicomte Arthur, qui est donc marque éponyme. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, 12 ans exactement. On a énormément travaillé, on a développé la marque à travers 35 pays. J'avais une centaine de salariés avec des boutiques officielles dans des super spots. Toi qui connais bien les chevaux, dans beaucoup d'endroits où il y a des chevaux, aussi à Saint-Tropez. Tu avais habillé des Londres, équipes de etc. polo aussi. Oui, on a habillé les équipes de polo, les grandes équipes de polo, le championnat d'Europe, équipe de France, etc. Bon, bref, des super clubs, Gstaad, Saint-Tropez. Donc c'était aussi c'était dans des beaux lieux. On était habillé de l'équipe de foot de Monaco avec la révélation de Kylian Mbappé. J'étais assis à côté de ses parents que j'apprécie beaucoup pour son premier match à Manchester City en Coupe d'Europe. Je leur ai dit, vous allez voir, il va marquer. Et au bout de 10 minutes, il met un super but. Donc non, j'ai des souvenirs absolument incroyables. J'ai eu cette chance de créer cette marque qui a fonctionné grâce à tous les clients qui l'ont acheté. Je les remercie tous les jours. Malheureusement, j'ai commis des erreurs. Alors, quand la croissance était forte et tout, ça ne se voyait pas trop. Mais quand les années ont été plus difficiles, j'ai eu les attentats en France en 2015 et ça a commencé à se durcir. C'était des années assez noires pour les entrepreneurs. Donc on a eu une conjoncture plus difficile et j'ai commis des erreurs qui m'ont fait perdre ma société. Donc tout ce que j'avais créé, qui était vraiment comme mon enfant en quelque sorte. J'étais associé, on était co-gérant avec mon père, j'étais associé avec mon frère qui gère les États-Unis, Bertrand.
Marcy, tous les produits personnalisés. Ma mère s'occupait des voyages. Toute l'équipe, c'était comme ma famille, parce qu'on était comme la plupart étaient là depuis très longtemps, donc souvent étaient des copains de mes frères et sœurs, du lycée, etc. Donc c'était quelque chose de très fort chez nous, hein. On travaillait tout le temps, toute la semaine. On avait un événement par week-end à peu près. Moi, j'allais dans 2 pays par semaine, donc ça n'arrêtait pas. C'était vraiment, ça bouillonnait. On avait beaucoup de business en Asie, au Japon. On était très gros au Moyen-Orient aussi, aux États-Unis. Bon, bref, donc c'était vraiment non-stop. Et ce qui s'est passé, c'est une année, j'ai fait l'erreur de faire entrer un investisseur. J'ai fait rentrer un fonds d'investissement, le CMCIC à l'époque. Il y avait quoi comme objectif à travers Parce qu'on n'avait jamais, ce qui était important, c'est qu'on n'avait jamais levé d'argent à l'époque. Donc c'était vraiment une croissance naturelle et nous on investissait en permanence. Je sais pas, on vendait bien. Une année, par exemple, on est passé de 3 à 9 millions de chiffre d'affaires. Voilà, il fallait qu'on achète plus de polos parce que l'année suivante, on allait en vendre plus, des polos, des pulls, etc. Et donc, on investissait tout ce qu'on gagnait. Donc, on a fait rentrer un fonds d'investissement qui nous a permis d'avoir de l'argent sur notre compte en banque. Et en fait, c'était une énorme erreur. C'est qu'on s'est mis à dépenser. On a pris des salariés plus chers qui venaient de grands groupes et qui n'étaient pas du tout adaptés à notre management familial, fonctionnement qui pour nous fonctionnait très bien, mais pour eux ça paraissait déliant. Et donc, c'est qui ces malades? Donc la greffe n'a pas prise, alors que c'est des gens que je payais peut-être 3 fois plus cher. On s'est mis à acheter des magasins placés en faisant des erreurs, je sais pas, typiquement un magasin dans le Marais, alors que c'était pas la clientèle bobo, c'était pas trop mon truc, etc., etc. Donc en fait, cet apport d'argent m'a fait commettre des erreurs. J'ai laissé partir les designers historiques Guillaume et Bertrand, qui étaient là depuis 10 ans, et parce que moi j'avais envie de renouveler mon style, j'avais grandi, j'avais évolué, j'avais envie d'avoir des choses peut-être moins logotées, un peu plus habillées, un peu plus lookées, entre guillemets, un peu plus mode, même si c'est pas le terme. Chic, sobre. Oui, tout à fait. Moins de choses bariolées. Et donc j'ai fait venir un Anglais hyper fort qui était tailleur à Londres, James Harvey Kelly, qui aujourd'hui est un photographe star et qui notamment fait toutes les campagnes de Ralph Lauren. Donc un mec avec beaucoup de talent, mais qui n'était pas adapté à ma marque. Donc en fait, ces erreurs, ce côté un peu argent, surinvestissement. Typiquement, un autre exemple, on a ouvert 11 corners Galerie Lafayette Printemps en 3 mois. Donc, qui dit 11 corners dit beaucoup de recrutement, dit du mobilier assez cher, etc. Parce que les grands magasins, évidemment, ils te font tout payer. Ils ne font pas de cadeaux. Donc, tu vois, plusieurs erreurs en même temps. Et on a perdu de l'argent pour la première année de notre vie, alors qu'on en avait gagné même la première année quand on faisait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, t'expliques à une banque que tu perds du fric. Et là, tout se referme. Mais assez vite, hein. Et donc, tout le monde te coupe les vivres, ton crédit documentaire pour acheter des polos au Pérou en pime à coton, on te le coupe, tout, ton découvert, bref, tout est coupé. Et donc on s'est retrouvé très rapidement dans une situation compliquée. Et donc on a dû se mettre sous la protection du tribunal pour éviter de collapse tout de suite. Voilà. Et donc voilà, je me suis retrouvé sous la protection du tribunal. Et donc je dirais que ça nous a mis dans une situation difficile. On a complètement retourné la boîte en quelques mois. On est repassé de 100 à 50 personnes, etc. On a fait un gros travail. Mais il s'avère que la banque du CIC a triché. D'ailleurs, on a attaqué. On a eu le résultat de l'audience il y a à peu près 1 mois. Après 7 ans de combat judiciaire, on a gagné. On a fait condamner la banque. Bon, j'ai gagné des peanuts, des cacahuètes. J'ai perdu ma boîte. Donc voilà. Donc, on va dire que Mentalement, c'était important quand même ce combat-là pour toi? Bien sûr. Écoute, ils m'ont dit faites un paiement, on le fait, et résultat, ils encaissent au lieu de payer nos fournisseurs, ils se retirent de la table des négociations avec les autres banques, et tout le monde se tient, c'est-à-dire que c'est ou toutes les banques qui te suivent, ou personne, et comme la banque du CIC est partie, tout le monde s'est retiré, et donc moi j'ai perdu ma boîte. Donc tout ça pour te dire que tout ce que j'avais construit pendant 12 ans, en travaillant comme un acharné, toute ma famille, etc., on n'a jamais sorti d'argent du business. C'était absolument passionnant, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai tout perdu du jour au lendemain. Et je dirais que ça m'a renforcé de tout perdre, parce que je dirais que le succès est un peu grisant, tu deviens plus, pas condescendant, mais etc. Mais
Moins la valeur t'es de moins, ce succès au ouais, t'es final, moins peut-être. bon en fait. Et ça te monte à la tête. Et surtout quand ça arrive jeune. Et je dirais que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de perdre ma boîte, parce qu'aujourd'hui, tu vois, je suis très heureux, je développe beaucoup d'affaires. Je ne sais pas si je t'en parlerai tout à l'heure, mais On va en parler. avec The Second Life, etc. Et on a la chance que ça marche. Mais en tout cas, c'était personnellement, moi, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. C'était vraiment de me planter, de tout perdre. C'était très dur, hein, vraiment, c'était très dur. Il y a eu notamment un type quand même qui a racheté la boîte et qui a été épouvantable avec moi. Parce qu'on reprend la barre au tribunal ensemble, on se met d'accord pour que je récupère 30% du capital, etc. Évidemment, il me licencie rapidement, en tenant absolument pas compte de nos accords. Donc tout ça, c'était des moments vachement difficiles. Quand il t'explique, c'était quoi en 2018, il t'explique: ah oui, j'ai remarqué qu'on avait plus de followers sur Facebook que sur Instagram, un type de 70 balais. Ça serait bien qu'on ferme le compte Instagram et qu'on se mette, le compte Arthur, et qu'on mette tout sur Facebook. Tout le budget comme ça, on rationalise, Arthur, ça serait. Voilà. Il dit oui, mais je pense pas que ce soit forcément une bonne idée et tout. Mais tu vois, j'étais plus le patron, j'étais plus chez moi, donc j'étais obligé d'écouter ce genre de conneries. Donc c'était très difficile. Déjà, vivre en communauté, et après, lui, c'était difficile d'avoir le fondateur de la boîte qui connaissait par cœur. En plus, moi, j'avais fait mes erreurs, donc Oui, tu avais du recul j'avais dessus. du recul, j'étais meilleur. Mais je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'en France, l'échec n'est absolument pas considéré. Parce que quand il me parlait, moi, j'étais juste un pauvre type qui avait fait faillite, tu vois. Il n'y avait pas Arthur qui avait monté Vicomte Arthur, créé plein d'emplois, développé dans tout. Voilà, non, non, moi, je restais le type qui avait racheté en faillite. Donc tu avais un certain mépris. Il ne m'écoutait absolument pas. Et donc, c'était très délicat pour moi. Donc moi, j'étais, je pense, un peu pénible à gérer parce que j'ai jamais eu de patron. Donc je pense que pour lui, il devait être très content de se débarrasser de moi. Et pour moi, c'était difficile de cohabiter avec un type qui disait n'importe quoi. Quand on vit ce genre de moment, au final, comment on le gère sur le coup? Bah, c'est hyper dur. On C'est en parle? hyper dur. Ouais, ouais, on en parle. Comme nous, comme je te le disais au début, on a beaucoup travaillé en famille et qu'on est tous entrepreneurs dans la famille sans exception. Bah, j'en parlais beaucoup avec mes frères, mon père, etc. Euh, mais oui, parce que tu as besoin d'en parler, parce que tu as besoin d'extérioriser tout ça, parce que c'est trop difficile sinon. Il y a un côté culpabilité à Ouais, bien sûr, amorcer un peu là-dessus? ouais, bien sûr, parce que tu travailles avec des fournisseurs, avec des banques qui t'ont fait confiance. Alors les banques, j'ai moins de culpabilité parce que c'est elles qui m'ont lâché à la fin. Mais bon, tu avais des dettes fournisseurs et tout. Moi, j'avais des copains, c'était des fournisseurs dans toute l'Europe avec qui j'avais noué de super relations. Et comme du jour au lendemain, bah, tu t'en plantes une partie. Alors moi, j'ai essayé d'amortir le choc avant de se mettre en, en protection du tribunal. J'ai essayé d'arranger au maximum et en payant le maximum de factures. Mais bon, c'est quand même très délicat. C'est très très délicat. Tu dis que les banques t'ont lâché, Ouais. Ouais. ton entourage, J'en veux beaucoup aux banques, ouais. ouais. Ouais, ouais, énormément. Ouais. Ton entourage familial, lui, est resté soudé, puisque de toute façon, c'était Oui, vraiment mais ce type d'entreprise. Mais est-ce que soudé, les mais amis plus autres... difficile. Ouais, mais soudé, mais quand même plus difficile. C'est plus facile de communiquer, notamment avec mon père, co-gérant. On était toute la journée au téléphone ensemble. Et une fois qu'il n'y a plus d'affaires, que ça a échoué, alors que ça a été comme un immense succès pendant 10 ans, bah, ouais, c'est plus difficile. On en veut l'un à l'autre, etc. Là, évidemment, ça passe avec le temps, mais oui, ça crée quelques tensions, évidemment. Ouais. Ouais, le premier Noël, après, c'est moins fun, quoi. Ah ouais, ouais, c'était un peu triste, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et Tes pardon, amis excuse-moi. Ah oui, hors les amis, tu dis? entreprise. Euh, Non, les amis sont restés les amis. Non, non, il n'y a pas de. Non, mais ce qui était très difficile, c'est que je me suis quand même fait virer de ma boîte. Donc, on m'a supprimé mon adresse mail arthur@vicomtea.com, alors que ça a été comme mon adresse mail depuis toujours. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans mail, alors que tu es un peu addict à tes mails. Donc, ça, c'était très dur. Ils ont essayé de me couper mon numéro de téléphone. Heureusement, j'étais copain avec le mec de Parnasse qui m'a appelé. Il a dit, attention, ils vont te couper ton numéro, et je l'ai récupéré. Donc, non, non, c'est très difficile.
Ouais, tu as l'impression que le sol se dérobe sous toi. Ouais. Si tu devais faire le bilan, qu'est-ce que ça t'a coûté? Bah, je dirais que ça aurait pu. J'avais eu l'opportunité de céder la boîte, notamment à François Pinault, qui m'avait fait une offre. J'avais été dans son bureau, etc. Je ne l'ai pas fait à 28 ans. Je ne me sentais pas prêt et tout d'avoir un actionnaire majoritaire. Et donc j'aurais pu gagner de l'argent à l'époque et je ne l'ai pas fait. Évidemment, je le regrette. Mais voilà, bah, écoute, c'est une leçon, donc c'est ça. Et ça m'a coûté d'avoir gagné ma vie à l'époque. En tout cas, de réaliser une belle vente, un bel exit, comme c'est le rêve de tout entrepreneur. Mais écoute, voilà, maintenant on est reparti pour un tour de piste. Donc, Et qu'est-ce on que ne va ça pas se t'a morfondre. apporté du coup, malgré tout? Je dirais que j'ai une niaque qui est assez différente, qui n'est pas la même qu'au départ, qui est, on va dire, plus subtile, où je mets mes efforts de façon plus calculée, au lieu de, avant, plus jeune, où j'attaquais plus que vraiment un bourrin pour reprendre le milieu des chevaux. Et, mais en fait, l'expérience que ça apporte, et notamment le fait de traverser toutes ces réunions, quand tu as une société en redressement judiciaire, etc., toutes ces réunions avec les banques qui sont très difficiles, les fournisseurs, etc., c'est tellement dur qu'aujourd'hui, tout paraît hyper facile. Quand tu as vécu l'enfer, bah, moi je m'en suis sorti d'une certaine façon, mais en tout cas, je suis toujours vivant, en bonne santé, donc c'est le principal. En fait, tu es beaucoup plus fort dans tout ce que tu fais. Tu vois beaucoup plus clair. Tu fais plus du tout les mêmes erreurs. Donc, c'est un immense apprentissage. Ouais. Comment tu tournes la page? Bah, tu tournes la page ça met du temps déjà. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend plusieurs années. En tout cas, pour moi, ça a été difficile pendant plusieurs années. Et au fil de l'eau, en fait, tu te passionnes pour d'autres choses. Tu vois, j'ai eu la chance de me marier, d'avoir une vie passionnante avec ma femme, d'avoir des affaires qui tournent. Et c'est en fait en entreprenant et en allant de l'avant, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, donc c'est en permanence en entreprenant, en tentant des choses, etc., qui marchent plus ou moins, mais voilà, c'est en faisant quelque chose de nouveau. Ouais. De ne pas rester bloqué sur le passé, parce que écoute, ça n'a aucun intérêt. Et aujourd'hui, je suis quand même bien content de ne pas être dans les vêtements. Quand tu vois les marques de fringues qui font faillite tous les jours, j'avoue que je suis bien content de ne pas être dans le coup. Ouais. Le contexte est Ouais, plutôt difficile ouais, c'est très difficile. Ouais. en ce moment. Qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de faire aujourd'hui? Je dirais que j'ai gardé cette spontanéité. Et donc, je suis quelqu'un d'opportuniste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle idée, un nouveau challenge, je suis toujours hyper partant. Je crois que tu l'as aussi, ce côté, je pense, entrepreneur. On a 1000 idées à la seconde, etc. Donc, je suis assez partant, mais je vais être pas plus méfiant, non, mais je vais mieux calculer mon coût, je vais mieux voir les choses, alors qu'avant, c'était de façon peut-être un peu plus brouillon. Là, Tête dans le guidon avant. Ouais, tête dans le guidon, et là, c'est... Et tu vois, j'en parle même avec ma femme et tout, avec mon équipe. Tu vois, je travaille beaucoup plus en équipe aussi. Là, chez The Second Life, mes équipes, la plupart ont des actions de la société. Il y a un management meeting une fois par semaine. Et tu vois, dès que j'ai une question, moi, je pose la question en équipe, qu'est-ce que vous feriez qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, etc. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et j'en parle beaucoup, j'échange, et je trouve que c'est un bon moyen d'encore plus les sensibiliser et de leur donner les clés. En fait, je dirais que c'est beaucoup plus m'entourer et faire descendre, de ne pas avoir ce côté décision qui redescend, mais c'est vraiment ce côté partage. Ouais, une vraie évolution participative au Ah final. ouais, bien sûr. Ouais. Tout à l'heure, on a évoqué un mea culpa. Si maintenant tu devais adresser un merci, à qui serait-il destiné et pourquoi? Moi, je dirais merci au type qui m'a viré. Quand il a repris ma boîte, il s'est dit, bah, surtout Arthur, il est nul, on va le virer. Et c'est le meilleur cadeau qu'il m'ait fait, parce qu'en fait, je serais resté chez Vicomte Arthur aujourd'hui, mon pseudo-manager. J'aurais été malheureux comme les pierres. Et là, aujourd'hui, bah, c'était une coupe raide, on va dire, un peu violente. Très douloureuse, mais aujourd'hui ça m'a permis de me relancer et d'avoir mes affaires, donc The Second Life, YOLO Pizza, faire de l'immobilier à Paris. Donc je fais plein de trucs et je suis plus du tout astreint à ce rôle de Vicomte Arthur.
voilà, quand on a un échec, ça prend du temps de l'évacuer, etc. Il faut vraiment en être conscient, ça prend du temps. On ne va pas être motivé 5 minutes après, c'est de planter. Ouais, on parlait de Second Life, on parlait justement des différents business. Aujourd'hui, ton quotidien ressemble à quoi? Est-ce que tu as des habitudes, des routines bien ancrées? J'aimerais bien avoir des routines, à part le mardi soir où je vais jouer au tennis rue de la Cavalerie. Non, non, je dirais que c'est assez peu routinier parce que donc j'ai comme affaire The Second Life. Donc aujourd'hui, on est comme leader de la seconde main B2B en France et on espère bientôt en Europe. J'étais avec l'Angleterre juste avant de te retrouver. On a ouvert en Italie, on ouvre en Espagne dans quelques jours maintenant, etc. Donc c'est un business qui pulse. Donc on rachète tout ce qui est vêtements, livres, etc. des clients des centres commerciaux. Donc vraiment, on est un gros acteur du commerce circulaire aujourd'hui en France. Donc j'ai eu la chance aussi, ma famille donc, vient de la Nièvre, la Bourgogne, là où on élève des chevaux, depuis mon arrière-grand-père. Et j'ai beaucoup d'affection pour nos terres. Et surtout mon frère qui est rentré des États-Unis, Bertrand, vit là-bas, et mes parents également. Et j'adore y aller, donc j'ai monté une petite affaire, j'ai des distributeurs à pizza avec une super équipe locale. Et là, pareil, tout le monde est payé à la commission, etc. Donc tout le monde est intéressé par l'affaire. Donc tu vois, c'est toujours pareil, je mouille les équipes. Et je suis en train de me développer, encore en train d'investir et de racheter. Donc c'est cette passion du développement, d'aller de l'avant, de construire. Et j'ai un business dans l'immobilier où j'ai ce qu'on appelle du para-hôtelier à Paris. Donc ce sont des locaux commerciaux qu'on arrive à transformer en Airbnb, on va dire, à 365 jours par an, donc légaux comme des petits hôtels, des suites hôtelières. Et ça me passionne parce que ça me permet d'être créatif. Et c'est vrai que ce côté créatif, malheureusement, je ne l'ai pas forcément chez The Second Life. Et donc là, ça me permet de m'exprimer, des couleurs, des papiers peints, des tissus, etc. Et ça m'éclate. Mettre ta touche à toi au final. Ouais, ma touche à moi. Comme tu vois ici, c'est des endroits très colorés, très chaleureux. Et ça s'appelle les suites du Vicomte. Ouais, de belles perspectives au final Exactement. à venir sur ces différents plans. Tu parlais tout à l'heure de ta femme Florence. Elle fait partie de ces personnes qui comptent particulièrement dans ton équilibre aujourd'hui et dans ta prise de décision. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, et alors, je vais te dire un petit mot pour elle, comme parce que c'est une sacrée baroudeuse. Et moi, je suis extrêmement fier de son travail. Elle a énormément de succès et elle est demandée partout, par toutes les chaînes, etc. Et donc, je suis fier d'elle. Et deux, oui, aujourd'hui, c'est vraiment je me repose beaucoup sur elle et c'est bien réciproque. Donc voilà, je trouve que ça, c'est vraiment ma meilleure équipe. Et suite de mon équipe, c'est Gauthier et Antoine qui sont cofondateurs chez The Second Life, également Damien, le CTO. Et ça, c'est vraiment une équipe de top niveau et qui me permet à la fois en fait, en toute confiance, d'avancer de façon spectaculaire. Donc voilà, tout est basé sur la confiance dans leur travail. Et ensuite, voilà, moi je mets la gouache, quoi. Je suis le moteur du business. Est-ce que tu célèbres un peu plus ces succès aujourd'hui que tu ne les as célébrés des bonnes années de Vicomte? Ouais. Oui, parce que je trouve que les affaires en général sont très difficiles. Plus le temps passe, je trouve plus c'est compétitif avec le monde entier, etc. Je trouve voilà, que c'est aujourd'hui plus dur de faire des affaires que quand j'ai commencé en 2005. Et je trouve que c'est important de se réjouir quand il y a une bonne nouvelle. Tu vois, quand on a un contrat au bureau, j'envoie le contrat sur le Slack parce que c'est moi qui signe les contrats. Et je mets la musique de la Ligue des Champions hyper fort sur mon téléphone. Donc tout le monde est là, tout le monde applaudit et tout, c'est assez sympa. Et ça, on en profite. Ouais, on en profite. Je félicite beaucoup les équipes. Je les remercie pour leur travail, etc. Et voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait naturel pour moi. Ce fameux life plan que tu avais en tête en étant adolescent ou jeune adulte, il tient encore aujourd'hui au final puisque tu voulais être boss ou proche de boss. Ouais, alors je dirais que je me pose, c'est même pas je suis pas sûr que j'avais un life plan, mais en fait aujourd'hui je suis incapable de faire autre chose.
C'est-à-dire que je l'ai vécu être salarié comme pour un patron. C'était à la fois cauchemardesque pour moi et pour lui. Donc, non, mais malheureusement, j'en suis incapable. Tu prends le temps de faire des points, par contre? Oui, bien sûr, en permanence. Ouais. Un point, moi je l'ai dit, une fois par semaine avec mes équipes chez The Second Life et dans les autres boîtes aussi. Ouais, en permanence, faire les points, c'est très très important, des points d'étape. Et sur ta vie à toi? Un point d'étape de temps en temps? Ouais, non, ça, j'en suis bien incapable. Mais non, mais j'essaye de progresser dans beaucoup de choses parce que souvent, je prends des décisions de façon trop hâtive, etc. Donc ça, j'en parle avec ma femme qui m'aide énormément. Encore ce week-end, je m'apprêtais à faire une connerie, donc elle m'a raisonné, elle dit non, là tu fais trop de choses à la fois, etc. Et tu vois, ça m'aide beaucoup. Donc non, je dirais que je progresse au jour le jour, mais je dirais que je suis très ouvert à progresser. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant et tout, je suis hyper à l'écoute. Parce qu'en fait, j'ai fait tellement d'erreurs et j'ai donc beaucoup appris des erreurs, mais maintenant j'évite de trop en faire, donc voilà. On arrive à la fin de l'épisode. J'espère que j'étais pas trop ennuyeux. Pas du tout, au contraire, c'était passionnant. Quel est ton plaisir coupable? Tu nous as parlé de tes échecs répétés au tennis, mais si on parle d'un autre plaisir coupable. Non, mais c'est ça, je t'en ai parlé aussi, mais c'est mes compétitions de maltrap, vraiment, ça me passionne. C'est à la fois la compétition, le tir, la maîtrise du tir, de faire des grands scores, des beaux scores, de tirer avec des grands champions. Je crois que tu as interviewé Steve Garda, champion olympique. Voilà, bah, moi, j'ai la chance de tirer avec certaines personnes qui tirent en équipe de France. Et j'adore, ça me transcende en fait de tirer avec des gens à ce niveau-là. Bah, je n'ai pas leur niveau, mais de temps en temps, j'arrive à les battre sur certains parcours quand j'ai de la chance. Mais voilà, ça me transcende. Le haut niveau. Voilà, c'est vraiment mon kiff. Ouais. Y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre à travers ce podcast? Sûrement beaucoup, mais là, j'ai pas d'idée comme ça. Après, je trouve que c'est assez égoïste de parler que de soi, donc j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur toi. Donc, écoute, on va parler en off. Dernière chose, si tu avais une morale à tirer de cet échange, ce serait quoi? Bah, c'est ce que disent tous les entrepreneurs, mais c'est le côté résilience. En fait, c'est vraiment absolument jamais baisser les bras, garder la motivation. C'est très difficile. Voilà, quand on a un échec, ça prend du temps de l'évacuer, etc. Il faut vraiment en être conscient, ça prend du temps. On ne va pas être motivé 5 minutes après s'être planté. Mais voilà, ça revient, donc on garde la foi, on garde le moral. Et on se dit en fait plus tard que en fait, l'échec c'était pas plus mal. On garde espoir, on est résilient et les choses en fait se retournent. La retourne. Merci beaucoup Arthur pour le temps et le recul que tu as pu nous apporter à nos actes manqués. Sympa, merci Mathieu, à très vite. J'espère que cet échange t'apportera de quoi grandir et t'affirmer un peu plus. Chaque acte manqué doit nous nourrir. Merci encore à mon invité de nous avoir livré son histoire. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Je t'invite aussi à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Que ce soit pour un retour ou pour me suggérer de nouveaux invités, contacte-moi en tapant Mathieu Cotigno sur LinkedIn. À très vite dans un de nos actes manqués.